Au début des années 90, des collègues et moi, on s'est livrés à un exercice très intéressant qui s'appelait Atelier de formation sur femmes et développement. Et c'est une idée qui nous est venue du Canada anglais qui se livrait à ce genre d'exercice. Et c'était le CRDI donnait des subventions pour organiser ce genre d'atelier-là. Alors j'ai convaincu Huguette Dagenet, Marie-André Couillard et Maria de Coningue, qui est une collègue du département de médecine sociale et préventive, d'embarquer avec moi dans cette aventure-là. De quoi il s'agissait? Ça s'appelait atelier, mais en fait c'était un cours, on dirait un cours d'été. Le premier a eu une durée de 4 semaines. On a constaté, évidemment, épuisé à la fin de ces 4 semaines-là que c'était trop long. Mais le premier atelier a eu lieu en 1990 à l'Université Laval et il s'agissait de, d'ouvrir. Le recrutement était ouvert à des femmes d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie et des femmes d'ici, étudiantes. Mais en fait, on les invitait. Une des conditions pour être éligible, c'était que ce devait être des femmes déjà engagées dans des projets de développement, soit dans des coopératives, mais tout ce qui touche le développement induit, c'est-à-dire développement en termes de projet. Et ça s'adressait à des femmes désireuses de se familiariser justement avec l'approche femmes et développement, avec une approche critique du développement, mais avec une approche aussi critique. Alors, c'était aux confins, si on peut dire, aux confins, au croisement des approches de développement et des approches féministes. Chacune d'entre nous était responsable d'un bloc dans cet atelier-là. Et c'était des ateliers, je dirais, participatifs, au cours desquels les participantes devaient élaborer un petit projet qui serait susceptible d'obtenir des fonds du CRDI ou de tout autre organisme. Et effectivement, certaines d'entre elles, après l'atelier, ont pu obtenir ce genre de subvention. Mais autrement dit, c'était un atelier de renforcement des capacités déjà détenues par les femmes. Il fallait que ce soit des femmes qui soient de niveau, soit maîtrise, mais dans n'importe quelle discipline des sciences sociales ou des sciences pas trop éloignées là, du social quand même, parce que, bon, quand on parle d'intégration des femmes au développement, pour utiliser une formule un peu éculée, c'est clair qu'il faut que ce soit proche du social, là. Alors, ce fut une expérience absolument fantastique. On a associé plusieurs autres collègues pour venir donner des sessions à l'intérieur de cet atelier-là. On était responsables, les quatre, on était responsables chacune d'un bloc, mais on avait aussi nos personnes ressources qui venaient participer avec nous. Il y avait aussi des étudiants de l'Université Laval même et même du département d'anthropologie qui suivaient cet atelier-là. Le premier, on a eu 40 ou 42 personnes qui venaient de plusieurs pays francophones de l'Afrique, quelques-uns de l'Amérique latine, qui devaient maîtriser minimalement le français au moins. Une personne de l'Inde, une femme autochtone, enfin bref, c'était très, très intéressant. On a obtenu beaucoup d'argent pour cet atelier-là. Et ça a eu des suites, en ce sens qu'on a donné la deuxième année, en 91, on a donné à nouveau un autre atelier, à peu près sous le même principe. Et puis, peu après, toujours en recourant au CRDI, mais aussi en cherchant des compléments de subventions un peu à droite et à gauche, là, on a pris une pause après 92 et là, on s'est dit, donner un atelier de formation aux femmes du Sud, principalement, c'était femmes du Sud et du Nord, mais principalement femmes du Sud global.
C'est peut-être les faire venir à l'Université Laval, c'est peut-être pas une bonne idée, c'est peut-être pas logique, c'est peut-être pas en accord avec nos principes. Alors, on a décidé de tenir l'atelier en Afrique pour la troisième expérience. Là, ça a demandé une logistique particulière et on a été obligé d'attendre jusqu'en 95, en 1995, le temps d'obtenir les subventions, le temps de s'organiser. Et je suis allée en 94 faire un survol parce que pour faire venir une quarantaine de femmes dans un même endroit, faut qu'on ait l'infrastructure. En Afrique, c'était pas clair où est-ce qu'on pouvait la trouver. Alors, je suis allée au Burkina, à la capitale puis une autre ville pour voir s'il y avait des installations qui nous permettraient de vivre ensemble pendant 3 semaines. Il n'y a pas de résidence nécessairement pour les étudiants, ça aurait été l'idéal, mais on ne trouvait pas ça. J'ai rien trouvé au Burkina. Je suis allée, dans le même voyage, je suis allée au Mali pour essayer de trouver une place. Puis, il y a un endroit que Paul Charret connaît très bien d'ailleurs, c'était Sélingué. À Sélingué, il y avait eu la construction d'un barrage plusieurs années auparavant. Et là, il y avait une installation, une salle communautaire, et il y avait ce qu'on appelle des villas tout autour. Donc, on pouvait loger 2, 3 étudiantes par villa, et nous, on avait notre propre villa, les formatrices. Et il y avait une piscine pour que Maria de Coninck puisse faire ses longueurs tous les jours. C'était la condition sine qua non qu'elle m'avait donnée. Et puis, bon, enfin, j'ai réussi à faire ça. On a tenu l'atelier en 1995, un peu toujours sous le même format, mais avec peut-être un petit peu plus de cérémonie en Afrique. On a rencontré des personnes. Ben, il y a l'ambassade du Canada qui nous a appuyés beaucoup. Alors, on a pu s'organiser. C'était encore très intéressant. Là, on a pris une plus longue pause. On a donné un quatrième atelier plusieurs années après, en l'an 2000, au Vietnam, à Hue. Et là, c'était toujours grâce au financement du CRDI, mais c'était à l'intérieur d'un plus gros projet dont Huguette Dagenet faisait partie. Mais on était toujours les formatrices du départ, c'est-à-dire Huguette, Maria Desconinck et moi. Marie-André Couillard avait fait les 2 premières expériences. Par la suite, elle n'était plus disponible pour le faire. Mais ça a beaucoup contribué à... Ben, ça a toujours contribué. Moi-même, j'ai beaucoup appris au cours de ces ateliers-là. Ça se faisait sur un mode le plus participatif possible et toujours, on demandait aux étudiantes d'élaborer un projet qui, théoriquement, pourrait être financé. J'ai utilisé la même méthode une autre fois, mais là, ce n'était plus un atelier de formation, mais c'était à l'intérieur d'un autre projet au Mali, un peu plus tard, dans le cadre d'un autre projet dont je parlerai tout à l'heure. Mais euh, pendant ces années-là, je pense que c'était autour de 1993, un collègue de Maria de Coninck, de médecine sociale et préventive, avait un projet au Pérou, dans ce que nous appelons les bidonvilles, mais qu'en réalité on appelle les villages jeunes, los pueblos jóvenes, autour de la ville de Lima Norte, dans les montagnes. Et il avait un projet qui portait sur la nutrition, des bébés. C'était un des éléments principaux, c'était pour l'allaitement pendant 6 mois minimum. On essayait de promouvoir cette méthode-là, et parce que les gens, les mères de cette région-là, de cette partie-là de la ville, avaient tendance à sevrer très, très rapidement leurs enfants. Et bon, comme l'eau n'est pas nécessairement
très potable, etc. Il y avait beaucoup, beaucoup de mortalité infantile. Et ce que la littérature montrait, la littérature dans le domaine montrait, c'est que on épargnait des risques si on allaitait plus longtemps. Alors, il s'agissait de promouvoir cela, mais en même temps que d'améliorer la nutrition des enfants en général. C'était un gros projet qui était mené en partenariat entre l'Université Laval et une université locale qui s'appelle Cayetano Heredia. En fait, comme probablement on le sait, c'est que souvent les universités en Amérique latine, elles ne comportent qu'une faculté. Alors autrement dit, c'était la faculté de médecine, puis il y avait une autre faculté, mais enfin bref, c'était une faculté de médecine, une université de médecine principalement, et qui avait la caractéristique particulière qui me plaisait beaucoup, c'était qu'elle était installée près des bidonvilles. Et dans la formation des médecins, ils devaient forcément faire un stage aux alentours de la faculté. Mon rôle à moi dans ce projet-là, c'était, comme toujours, c'était de m'assurer que l'approche femmes-développement était respectée. Ça a été ma première expérience de la multidisciplinarité. Alors, j'étais l'anthropologue du projet, avec des médecins, des infirmières, des nutritionnistes, biologistes. Je dois avouer que j'ai eu un petit peu de mal à définir mon rôle dans ce groupe-là. Et ils ont eu aussi de la difficulté à m'identifier, c'est-à-dire, je pense qu'ils s'attendaient à ce que je fasse de l'animation communautaire, ce à quoi je suis absolument pas formée, et puis c'est pas mon style non plus. Donc j'ai eu un petit peu de difficulté à m'imposer dans ce projet-là, mais ça a très bien marché parce que au final, c'est un projet qui a gagné un prix de l'ACDI plusieurs années après. C'était un projet exemplaire, semble-t-il. Je dis semble-t-il parce que je suis pas convaincue de mon rôle là-dedans. Par contre, ce que ça a eu de positif pour moi, en plus de rencontrer des gens très intéressants, ça a été de me familiariser avec la problématique des pueblos jóvenes, de marcher dans ces pueblos-là, de me familiariser aussi avec une organisation qui me semblait déjà, même avant d'y aller, une organisation très intéressante qui s'appelait l'organisation del Vaso de Leche. On pourrait dire le verre de lait, mais en fait, je pense que ça se traduit mieux par goutte de lait. C'est une organisation qui avait été mise sur pied par les femmes elles-mêmes et qui consistait à superviser justement à diffuser les consignes favorisant l'allaitement maternel prolongé. Et aussi, je me suis familiarisée avec les cuisines populaires. Le midi, quand on allait sur le terrain, on mangeait aux cuisines populaires. Et on sait que c'est un des exemples intéressants de diffusion du sud vers le nord. C'est à l'exemple des cuisines populaires qu'on a organisé ici au Québec des cuisines populaires et ils s'inspirent directement, ils le disent, les rapports qui sont faits là-dessus, et se sont inspirés directement de l'expérience péruvienne ou latino-américaine. Alors, j'ai pu voir ça de mes yeux vus. J'ai aussi vu ça faisait des années que ça existait, il y avait désormais des fédérations d'organisations du Vaso de Leche, des fédérations d'organisations des cuisines populaires. Et moi, ça m'a fascinée de voir les gens s'organiser de cette façon-là. Quand l'État n'est pas présent ou quand l'État, je veux dire quelque chose qui va sembler exagéré, mais quand l'État est là pour tuer, comme au Pérou, écoute, c'était la guerre encore. Quand je suis allée en 93, c'était sous Fujimori. Il n'était pas venu encore à bout des sentiers lumineux. En tout cas, mais quand on voit que dans un contexte comme celui-là, les gens pauvres, mais
pauvres s'organisent sur leur propre base, c'est intéressant. Bon, que ce soit récupéré après, c'est une autre histoire. Ça aussi, c'est tout à fait intéressant. C'est malheureux, mais ça ne change pas le mérite, ça ne change pas le caractère exemplaire de ces expériences-là. Je suis retournée en... Bon, ça a été en 93. J'en ai profité, grâce à ce projet, j'en ai profité pour voyager en Équateur et en Bolivie au cours de la même mission à titre personnel. Ce que ça m'a donné aussi comme expérience en combinant ça avec l'expérience déjà assez approfondie que j'avais de la Colombie, parce que aussi j'ai voyagé dans différentes régions de la Colombie, même si j'ai travaillé principalement dans une seule région. Ce que ça m'a donné, c'est que ça m'a donné, j'ai appris beaucoup des Andes, et j'ai pu, à mon retour, proposer au département de donner le cours Amérique du Sud, mais en convenant que ça porterait sur la partie andine de l'Amérique du Sud. Le cours avait déjà été créé par Bernard Arcan, qui, lui, lorsqu'il le donnait, se consacrait davantage à la partie amazonienne. Et bon, c'est comme ça que j'ai construit ce cours-là et j'ai eu beaucoup de plaisir à le donner parce que bon, ça m'a obligée à approfondir tout un pan de littérature que je ne connaissais pas. Et puis, je pense que le cours se donne encore à distance, en tout cas. Donc, même si l'expérience de la multidisciplinarité avec ses collègues médecins a été parfois un petit peu douloureuse, ça m'a apporté beaucoup. En 96, je suis retournée au Pérou avec le même groupe qui terminait le projet subventionné pour faire l'évaluation. Et là, c'était une évaluation participative et ça a été tellement compliqué juste pour... C'est que les gens en Amérique latine, même quand ils sont professeurs d'université ou chercheurs universitaires, ils ne sont pas bien payés. Donc, ils ont deux ou trois autres occupations. Et juste de réunir les gens pour essayer d'appliquer la méthode participative, c'était tout un défi. J'ai fait un rapport sur rapport d'évaluation. Ils ont produit également leur propre rapport. Ça a dû être satisfaisant puisque, comme je le disais, c'est un projet qui a été cité comme étant exemplaire. Mais toujours au chapitre de la multidisciplinarité, plusieurs années après, j'ai à nouveau travaillé au sein d'une équipe, mais cette fois qui était composée majoritairement d'agroforestiers. Et ça, c'est une expérience beaucoup plus récente. C'est une expérience qui a commencé en 2009. En fait, il s'agit de deux projets différents, mais je n'entrerai pas dans le détail, qui a commencé en 2009 et qui vient de se terminer en 2014. Et la raison pour laquelle j'étais dans ces projets-là, c'est toujours la même, c'est que désormais, pour être financés, les projets de développement ou les projets qui se déroulent dans le Sud doivent faire la démonstration qu'ils se préoccupent de la situation des femmes. Alors moi, je suis connue pour ça. On vient me chercher pour ça. C'est particulier parce que quand on regarde le corps professoral à l'Université Laval, quelqu'un qui aurait le même profil que le mien, c'est plutôt rare. Donc, j'ai été à un moment donné très sollicitée et c'est très flatteur, mais d'un autre côté, de dire, il n'y a personne d'autre pour le faire. Bon, donc j'y vais. Et pour ce projet-là, au Mali, ça se déroule dans une région pas très lointaine de la capitale, Bamako. Et ma première insertion, ça a été aussi un peu à la manière des ateliers de formation sur femmes et développement.
et j'ai donné un cours à des... c'est très, très particulier de donner un cours sur femmes et développement, un cours d'inspiration féministe à des hommes musulmans polygames. Alors, c'est un cours qui devait durer 2 semaines, je crois. Donc, là-dedans, il y a 25 hommes et 8 femmes, à peu près. Ils attendent de la féministe Ils attendent avec, je dirais, avec une brique et un fanal. Et j'ai eu la bonne inspiration le premier jour du cours. Et c'était des agroforestiers, enfin. C'était dans une faculté d'un institut polytechnique rural. Et ça faisait partie du mandat du projet que de renforcer les connaissances des membres de cette faculté-là sur le sujet de femmes et développement. Alors, le premier jour, j'ai eu la bonne inspiration de dire oui, je suis féministe, je suis occidentale et blanche, de toute évidence. Je suis féministe, mais je ne veux pas faire de vous des féministes. Ce que je dois faire avec vous, c'est que, comme vous le savez, vous êtes susceptible de demander des subventions pour des projets de développement auprès d'organismes internationaux. Que vous le vouliez ou non, vous devez démontrer que vous avez une connaissance de la question et que vous avez intégré les femmes à vos projets. Je vais vous montrer comment. OK? Alors là, j'ai entendu quelque chose qui serait l'équivalent de ouf. Et bon, la glace a été rompue de cette façon-là et ça s'est très, très bien passé. Évidemment, comme dans toute approche féministe, il y a des discussions sur des sujets comme, bon, on a voulu m'embarquer parce qu'il y avait des femmes dans le groupe qui étaient critiques de la polygamie. Parce qu'il y a principalement des musulmans dans le coin, mais il y a aussi des chrétiens. Et le jour où on a voulu m'impliquer dans une discussion sur la polygamie, j'ai dit, bon, mais je pense que je vais aller prendre une pause. Ça vous appartient et c'est à vous de le régler entre vous. Mais je pense que c'est la position à adopter parce que sinon, on passe pour faire la leçon, on vient délivrer les pauvres maliennes de la polygamie, mais j'ai rien à dire là-dessus, moi, et encore moins sur l'excision. J'ai quelque chose à dire chez moi, ce que j'en pense, mais c'est pas moi qui va dire aux gens comment aborder ce problème-là. Alors, ça a été très bien. On a décerné les certificats d'études à la fin et je m'en suis sortie comme ça. Mais ça a été quelque chose de particulier. C'est une expérience là, qui oui, m'a aidé à grandir, si on veut. Le projet auquel je viens de participer dernièrement, ces dernières années, entre 2009 et aujourd'hui 2014, c'est un projet qui se situe dans le domaine de la sécurité alimentaire. C'est un programme spécial qui est financé par le CRDI et la défunte AGDI, qui se déroule. C'est un programme qui peut se dérouler autant en Afrique qu'en Asie ou qu'en Amérique latine. Il y a eu l'année où on a obtenu ce projet-là, il y avait 19 projets financés par ce programme-là. Le projet dont je veux parler, c'est un projet qui est basé à la faculté d'agriculture et alimentation, ici à l'Université Laval, et qui est dirigé par un collègue du département de phytologie. Mais en fait, c'est un projet qui relève davantage de l'agroforesterie. Donc, associé agriculture et foresterie. C'est ça, en gros, que ça veut dire. Et le projet a été financé, je pense, en très grande partie pour son originalité, parce qu'il s'agit de... le coordonnateur de ce projet-là, qui est un agroforestier, mais formé aussi aux sciences sociales, avait observé, et c'est largement connu, que les moutons sont élevés par les femmes. Les moutons, les chèvres sont élevés par les femmes. Et il s'est demandé,
pour correspondre au projet de sécurité alimentaire, il s'est demandé si, en améliorant la nutrition ou l'alimentation des moutons, en les engraissant plus rapidement, peut-être que les femmes pourraient les vendre et ainsi obtenir les ressources monétaires nécessaires et suffisantes pour acheter des biens et mieux nourrir leurs enfants. Améliorer la ration du mouton en évitant par contre qu'il détériore l'environnement. Il y avait la question environnementale qui est très importante pour ce programme-là. Alors, ça veut dire d'essayer de voir si, en utilisant les produits de l'arbre, soit l'écorce, les fans, les fruits, les feuilles, en utilisant ça dans une ration idéale, est-ce qu'on ne pourrait pas à la fois faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire améliorer l'engraissement des moutons et améliorer l'environnement, c'est-à-dire éviter qu'ils soient davantage détruits par le mouton. Évidemment, ce projet-là, il y avait une composante évidente femme. Bien d'autres projets du même programme n'ont pas cette composante-là au départ. Un autre projet qui se déroule dans la même région, c'est un projet de vaccination du bétail. Mais tous les projets, sans exception, doivent tout de même démontrer qu'ils prennent compte de la situation des femmes. Dans notre cas, c'était plutôt facile, mais comme j'avais déjà été associée à un projet antérieur dont j'ai parlé, qui était celui de formation des agroforestiers à la question de l'égalité homme-femme, on s'est souvenu de moi, on est venu à nouveau me chercher pour que je me charge je m'assure que je consolide cette question qui touche les femmes. M'assurer que vraiment, là, le défi qui se posait pour moi, puis la littérature est remplie d'exemples en ce sens, c'est, oui, on veut faire un projet qui serve d'abord et avant tout les femmes, mais comment éviter que les femmes soient surchargées par les nouvelles façons de faire, par, en somme, l'innovation technologique. C'est le problème qui s'est posé dès le départ et c'est le problème sur lequel moi, j'ai travaillé. Dans ce projet-là, j'avais un rôle particulier en plus de devoir m'occuper ou m'assurer que la question des femmes était bien traitée. Je devais procéder avec un collègue au diagnostic socio-économique de départ. C'est-à-dire, il nous faut, pour mesurer le succès ou l'échec du projet, il faut savoir de où on part. Et de façon surprenante, la littérature sur les conditions des populations rurales au Mali, ça se réduit à peu de choses. Quand on regarde l'Amérique latine, quand on regarde d'autres régions du monde, contrairement à ce que plusieurs pensent, la littérature nous fournit quelques éléments, mais il manque de... En tout cas, pour la région dans laquelle on travaillait, il fallait faire ce diagnostic-là. Ce sont des gros projets. On parle ici de projets, pas des projets d'anthropologie, là. On parle de millions, OK? On parle de presque 2 millions de dollars, et ça, c'était le plus petit projet du programme. Les autres avaient à hauteur de 5 millions. Bon. Je dis ça parce que ça a eu une incidence importante sur l'organisation du projet, c'est-à-dire sur le point de départ. Il faut traiter avec les fonctionnaires, il faut traiter avec les partenaires, parce que ça se fait en partenariat avec les organisations locales. Alors, le projet a démarré très, très lentement, et en plus de ça, on est tombé sur la guerre, le coup d'État et la guerre au nord. Même si on est très loin, c'est comme d'ici à Winnipeg, on est très loin du feu de l'action, et c'est le cas de le dire dans ce cas-là. L'Agence canadienne de développement international, à un moment donné, a interdit que les Canadiens... a interdit ou a donné un feu rouge aux voyages non absolument nécessaires. Ça veut dire qu'on a été privé de notre main-d'œuvre étudiante et nous-mêmes, on ne pouvait pas vraiment y aller. En ce temps-là, le service des finances ne dégage pas les argents pour nous permettre de voyager quand il y a un interdit comme ça.
Alors, c'est correct aussi, je pense. Mais tout ça pour dire que le diagnostic socio-économique que je devais faire s'est fait beaucoup plus tard. Et peut-être est-ce pour cette raison-là qu'on n'a pas pu vraiment en tenir compte. De sorte que moi, j'ai fait un terrain approfondi en décembre 2012, alors que le projet réellement avait démarré au moins un an avant. On aurait dû le faire dès le départ, mais ça s'est fait très tard, alors que toutes les expérimentations sur les rations idéales pour le mouton, elles se faisaient parce qu'elles se faisaient par le partenaire malien. Donc, même si on n'avait pas le droit de voyager, lui, il continuait ses propres expériences. Alors, il est arrivé à une ration satisfaisante, il a expérimenté en laboratoire, il a expérimenté en milieu paysan contrôlé. Et il restait tout l'autre volet qui, moi, m'intéressait davantage, c'était l'application de l'innovation technologique auprès de différentes catégories de femmes. Parce que j'avais trouvé que, même si on dit que ce sont les femmes qui élèvent le mouton, moi, j'avais fait un examen à l'aide de mon équipe de chercheurs locaux, et ça aussi, ça a été très intéressant pour la formation et tout. Euh, euh, on avait déterminé qu'il y avait une division sexuelle et générationnelle du travail très importante dans l'élevage et l'engraissement du mouton. Et je pense que ça a été un apport spécifique. Même le spécialiste en économie rurale disait non, non, ici, c'est les femmes qui élèvent les moutons. Moi, d'après la littérature, j'avais déjà consulté la littérature sur l'élevage du mouton, soit au Yucatan, il s'en fait, ou soit ailleurs, puis c'était pas si évident que ça. Et mes collaborateurs et moi-même, on a déterminé que vraiment, il y avait quand même quelque chose qui variait. Et aussi, au sein de la même catégorie femmes, on s'est aperçu que les femmes de différentes générations ne travaillent pas de la même façon, ne travaillent pas de façon aussi intense dans l'élevage du mouton. Alors, idéalement, moi, ce que j'aurais voulu, c'est que on applique de façon différentielle l'innovation technologique auprès des femmes de différentes générations, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Le projet s'est terminé avant qu'on puisse s'adonner, qu'on puisse expérimenter, qu'on puisse appliquer finalement ce que j'avais trouvé. Ça me donne l'occasion de réfléchir sur la multidisciplinarité. En fait, je me pose des questions à ce jour. Est-ce qu'on voulait vraiment que je sois là? Est-ce que je suis un mal nécessaire en tant que spécialiste de la question de l'égalité femmes-hommes? Est-ce que ce sont les circonstances qui ont, à mon avis, secondarisé le travail que j'ai fait? Le travail que j'ai fait a été bien respecté, a été bien reçu, mais à mon avis, on n'a pas donné suite ou on n'a pas pu donner suite. Alors, je continue de me poser des questions sur la multidisciplinarité. Il me semble, moi, que on aurait dû avoir ce que j'appellerais une brigade femmes et développement pour chacune des étapes du projet. Et ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire, même si j'étais là pour voir toute la question, je n'avais pas les moyens à ma disposition pour m'immiscer dans toutes les étapes. Donc, l'étape purement scientifique, en laboratoire, qu'est-ce qu'on peut faire? Le plus loin où on est allé, on a suggéré aux partenaires, dans la mesure des possibilités, qu'il ait des collaboratrices femmes, hein, de tous les collaborateurs qui pourraient avoir. Alors, on a essayé de s'assurer que l'équipe respectait le principe femmes et développement, ou égalité femmes-hommes, mais ce n'est pas toujours possible. Même notre équipe, il y a une majorité d'hommes. Alors, même à l'Université Laval, on n'est pas capable d'avoir, étant donné la composition du corps professoral, on est loin du 50-50, peut-être dans notre département, mais dans l'université au maximum. Alors, je pense que la multidisciplinarité se heurte à toutes sortes de facteurs qui viennent la freiner. En plus, évidemment, des facteurs de résistance des collègues qui se déclarent très ouverts à la présence de l'anthropologie, à la présence des sciences sociales.
souvent, ils ne savent pas trop comment l'intégrer et nous-mêmes, on ne sait pas exactement comment réclamer ou comment s'intégrer à ces projets-là. Alors, je suis toujours en réflexion par rapport à ça, mais je suis convaincue par contre que l'avenir de l'anthropologie, elle passe par une familiarisation encore plus grande avec la multidisciplinarité. Moi, je suis enchantée quand les étudiants nous arrivent, à la maîtrise en anthropologie, nous arrivent d'un autre horizon. Ça pose des défis particuliers, mais ça nous aide justement à raffiner cette approche-là. Je pense que l'anthropologie doit être très définie. On doit savoir d'où on vient, mais on doit être aussi prêt à une certaine souplesse. Puis des fois, je me demande si les autres disciplines ne sont pas plus souples que nous par rapport à la multidisciplinarité. Mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de condescendance là, de la part des collègues qui disent oui, 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 on aime bien les anthropologues, mais souvent on se demande si on n'est pas des Indiana Jones, ils nous voient comme ça, puis ils peuvent nous confier les missions les plus difficiles, puis on dira, on va toujours dire oui parce qu'on en a vu d'autres, etc. Mais bon, alors, toujours est-il que tout ça pour dire que je suis en questionnement par rapport à cela. Mais même si les expériences n'ont pas toujours été satisfaisantes à 100% pour moi personnellement, je pense que ça a été des expériences fantastiques. Et puis, grâce à ça, je pouvais, tant que j'étais enseignante, je pouvais transmettre cela aux étudiants. Et j'ai d'ailleurs essayé de le faire dans un cours qui s'appelle Terrain et pratique, où il y avait une partie qui portait sur la multidisciplinarité et on est allé aussi loin que de donner le cours conjointement avec des collègues de la faculté d'agriculture et alimentation pour mettre les étudiants d'anthropologie en contact avec les étudiants d'agriculture et de foresterie et d'économie rurale et vice-versa. Alors ça aussi, ça a été très, très enrichissant.